il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ un enfant sur 440 qui aura un jour un cancer. Et ça 440. Fait un enfant par école. Ce qui est important pour les cancers pédiatriques, c'est de se dire qu'ils surviennent avant l'âge de 15 ans. Mais ils peuvent être néonataux. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, à votre très bonne santé à tous. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet peu abordé, les cancers pédiatriques, puisque c'est le mois de septembre. On parlera de ce mois de septembre d'or. J'ai invité aujourd'hui Iris Poporté. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche de la Ligue contre le cancer qui s'investit beaucoup pour les cancers pédiatriques. Avec vous, le docteur Jean Michon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes oncopédiatre et membre du conseil d'administration du comité de la Ligue d'oncopédiatrie. Alors, de la Ligue contre le cancer. L'oncopédiatrie, c'est une spécialité ? Oui, complètement. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on a fait valoir nos droits à être reconnus comme une spécialité, mais maintenant c'est bien reconnu comme tel. Aujourd'hui, ça l'est. Et c'est une spécialité, en plus, qu'on appelle surspécialité, puisque c'est dans le cadre de la formation en pédiatrie que les personnes qui vont faire de l'oncologie pédiatrique font un module très particulier de formation et avec des stages dans les services de pédiatrie, voire des laboratoires de routine ou de recherche pour être également formés à la recherche dans leur formation. Alors, pardon de vous poser la question, mais alors vous êtes d'abord cancérologue ou pédiatre ? Alors, je suis d'abord pédiatre et cancérologue, mais vous pouvez le prendre dans l'autre sens, que quand en anglais, c'est pédiatric oncologiste, en français, c'est oncologue pédiatre. D'accord. En fait, vous êtes les deux autant. Alors, je suis incapable de soigner un adulte qui a un cancer. Ah oui, c'est une valeur ajoutée à la pédiatrie, mais ce n'est pas, on peut pas dire qu'on est pédiatre après avoir été cancérologue. Ça serait de la tromperie. Vous découvrez la réalité des cancers de l'enfant en 1981. C'est là que naît votre vocation, et j'imagine qu'en 1981, le taux de guérison n'était peut-être pas le même qu'aujourd'hui. Alors, je pense que c'est intéressant de se poser la question dans l'époque où je soignais ces enfants-là, c'est 40 ans, 43 ans après. Moi, je n'étais pas vraiment conscient. J'étais conscient de ce que je voyais, c'est-à-dire au quotidien. J'avais pas d'accès aux statistiques. On apprenait à soigner les enfants qui avaient des cancers. Et effectivement, beaucoup mouraient à l'hôpital à cette époque-là, ou bien beaucoup mouraient à la maison sans qu'on soit finalement très très bien informés, nous-mêmes qui étions à la base du traitement avec les infirmières. On avait des nouvelles quand on en demandait, mais on ne nous disait pas, tiens, un tel est mort, il est reparti à la maison, on n'a pas fait de traitement pour le cancer et il est décédé. Et je pense que c'est une des choses qui a changé depuis, à savoir qu'on est beaucoup plus au cours de notre formation d'interne pour la pédiatrie oncologique, on est beaucoup plus à même de voir, d'avoir cette réflexion dans la relation avec les familles et dans la relation au sein de l'équipe sur ce que deviennent les enfants. Alors chaque année, je le disais tout à l'heure, septembre en or est consacré à la lutte contre les cancers pédiatriques. Alors c'est un mois de sensibilisation, hein. Oui, tout à fait. En fait, ça fait déjà moins d'une dizaine d'années que ce qui était le cas aux États-Unis, notamment ce mois de sensibilisation à la cause des cancers pédiatriques, a commencé à être introduit en France. Donc aujourd'hui, il y a un peu partout en France des événements qui sont organisés par des associations de familles qui ont eu un enfant malade, par la Ligue contre le cancer, mais aussi par d'autres personnes qui ont vraiment le souhait que cette cause soit connue et reconnue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ un enfant sur 440 qui aura un jour un cancer. Alors, on ne voit pas très bien ce que ça fait un enfant sur 440. Ça fait un enfant par école, voilà, c'est ce qui se dit souvent. Parcours d'école, ce qui dit, voilà. Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est... Mais ça, c'est quand même rare. Ça reste très rare et heureusement, c'est ce que je dis toujours. Parce qu'en fait, chaque fois, puisqu'on en parle, et quand on a les journalistes notamment en ligne, on leur dit, bon, il y a 2300 cas en France annuellement, nouveaux cas de cancer de l'enfant, moins de 18 ans. Et ils disent, mais finalement, c'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup, mais effectivement, ça marque tous ceux qui sont proches de cet enfant. Ah, mais bien sûr, mais c'est un cataclysme. Mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y a eu une polémique il y a quelques mois qui disait que les cancers pédiatriques étaient en augmentation, mais finalement, le nombre reste stable. C'est tout à fait exact. Le nombre reste stable. Il y a des augmentations, je dirais, épiphénoménales qui posent des questions.
pour lesquels nous n'avons pas de réponse. Par exemple, il y a des foyers de cancer, ce qu'on appelle des clusters. Tout le monde sait ce que c'est qu'un cluster maintenant à cause de la Covid, et où donc dans des régions ou dans des petites sous-régions en France, par exemple, on retrouve un nombre assez bizarre, au sens assez anormal par rapport à ce qu'on attendrait dans la population. Mais toutes les recherches qui sont faites aboutissent rarement à une réflexion, à un diagnostic de pourquoi cette augmentation, ce qui est très frustrant. Parce que je me souviens de l'histoire de Vincennes, à côté des usines Pathé, il y a de ça 35 ans. Je me souviens récemment de plusieurs clusters qui ont eu lieu, en particulier en Loire-Atlantique, pour lesquels il y a une espèce de colère qui est légitime de la part de ceux qui sont touchés, bien qu'on n'ait pas de raison de savoir qu'est-ce qui est en cause. Donc il faut justement que la recherche en épidémiologie, pour comprendre les clusters, soit financée de manière à ce qu'on puisse trouver les raisons. Parce que trouver une raison, si on avait fait de l'épidémiologie par exemple sur la rubéole, avant qu'on vaccine contre la rubéole, on n'aurait pas trouvé. C'est des travaux sur la virologie qui ont permis de trouver la relation entre la rubéole et des anomalies cérébrales et intraoculaires dans les années 70, alors que il faut faire ça dans un sens ou dans un autre, mais trouver la solution. Il y a une chose qui existe, il y a deux choses, je dirais, qui existent. Il y a dans les périphériques centrales nucléaire à faible distance, en kilomètres, un petit sureffet dont on ne sait pas s'il est dû au brassage de population autour de la centrale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent travailler de loin, etc., ou d'une exposition à des rayonnements ionisants. Et donc là, il y a quelque chose qui est évidemment tout à fait questionnable. Oui, mais et il y a un deuxième point sur les pesticides. Mais alors, attendez, dans ces cas-là, autour des centrales, ça toucherait les enfants et les adultes. Tout à fait, mais là, il y a un petit quelque chose sur les enfants, en particulier sur les leucémies lymphoblastiques, ce qui est assez logique. Il y a eu aussi des signaux par rapport aux stations-service. Il y a eu un certain nombre de signaux, mais c'est des signaux faibles. Et c'est des signaux qui sont souvent contredits par les études ultérieures et des grandes études. C'est ce qui s'est passé pour les micro-ondes, enfin pour les tumeurs cérébrales et les téléphones portables. C'est ce qui s'est passé pour les ondes à partir des lignes à haute tension. Il y a énormément de choses qui sont problématiques vis-à-vis des cancers de l'enfant, comme vis-à-vis des cancers de l'adulte. Mais il n'y a que des grandes études qui permettent de savoir réellement ce qu'il en est. Ce qui n'est pas facile, parce que aller dire aux parents que c'est absolument pas ça qui est en cause, alors que la maman habitait à côté d'un champ qui a été épandu en pesticides de façon largue à manu pendant la grossesse, c'est difficile à entendre. Alors le cancer, ce n'est pas une question d'âge, même si les cancers de l'enfant, nous l'avons vu, c'est quand même pas très courant. Il n'y a pas d'âge pour être vigilant face au cancer. C'est ce qu'on va expliquer aussi aux parents ce matin, peut-être parce que le diagnostic, eh bien, ils sont drôlement impliqués dedans. Qu'est-ce qu'on appelle un cancer pédiatrique ? Alors, c'est normalement un cancer qui survient avant l'âge de 15 ans. Les adolescents étant entre 16 et 18, mais on les considère dans les enfants à certains endroits, et les adultes jeunes, on les considère comme adultes jeunes en France jusqu'à 25 ans, mais dans d'autres pays, on les considère comme adultes jeunes jusqu'à 35. Donc, ce qui est important pour les cancers pédiatriques, pour avoir une idée simple sur ces cancers, c'est de se dire qu'ils surviennent avant l'âge de 15 ans. Mais ils peuvent être néonataux. Ils peuvent survenir à la naissance. Pendant le premier mois de la vie, on a 2 cancers pédiatriques qui sont, entre guillemets, fréquents à cet âge-là, parmi les très très rares cancers. Mais ils restent très rares eux-mêmes. C'est-à-dire que les cancers de la rétine... C'est-à-dire qu'un nouveau-né... Oui, il peut être porteur. Alors, en général, il y a 2 maladies qui sont vraiment canoniques de cette époque de la vie, qui sont le cancer de la rétine, ou rétinoblastome, et qui survient dans ces cas-là dans une famille où il y a une mutation qui a été transmise par un parent, ou qui est survenue pendant la gestation. Et puis, il y a ce qui s'appelle le neuroblastome, et le neuroblastome peut survenir à cet âge-là de la vie. Et curieusement, ces 2 cancers survenant dans le premier mois de la vie ont un excellent pronostic. Le neuroblastome d'enfants de moins d'1 mois a un excellent pronostic, et des fois, il ne nécessite pas de traitement, alors que le rétinoblastome en nécessite un.
Ils sont faciles à diagnostiquer? Alors, très facile si on sait les rechercher. Ben oui, c'est ça. Un nouveau-né qui fait un cancer de la rétine, s'il est d'une famille de porteurs d'une mutation du gène du rétinoblastome, donc c'est le rétinoblastome avec gène du rétinoblastome, eh bien, on fait un dépistage dès la première semaine. C'est les enfants des gens qui ont été porteurs d'un rétinoblastome bilatéral dans leur enfance ont un dépistage en salle de travail et à la première semaine avec un fond d'œil, avec un ophtalmologiste spécialisé. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des enfants qui naissent avec un cancer? C'est exact. Mais ça ne veut pas dire que toutes les tumeurs embryonnaires sont des tumeurs qui sont faites, qui sont présentes à la naissance. La notion de tumeurs dites embryonnaires, qui sont les plus fréquentes des cancers de l'enfant, ce sont des tumeurs qui reconstituent l'architecture de ce qu'on a dans un embryon. Pour revenir Iris, oui. Je voulais juste apporter plutôt un témoignage sur le rôle aussi que les parents peuvent avoir. J'étais il y a quelque temps en Guyane et il y avait justement un jeune enfant. C'est sa mère qui avait pu identifier qu'il avait effectivement dans l'œil quelque chose c'était pas une famille qui avait déjà été identifiée à risque génétique, et sa mère a identifié que l'enfant avait quelque chose qui était comme une anomalie dans l'œil. C'est elle qui a vraiment fait le pas, aller voir le médecin, et effectivement il a été adressé à Paris et traité à l'Institut Curie, parce que il y a aussi une chose qu'on n'a pas trop dit, mais on devra y revenir, c'est qu'aujourd'hui la prise en charge des cancers de l'enfant en France ne peut pas être faite n'importe où. Il y a des centres spécialisés, des centres qui ont été structurés par le ministère de la Santé et qui ont vraiment le droit de traiter les cancers d'enfants. Que pour les enfants, c'est-à-dire que vous n'allez pas à l'IGR, vous n'allez pas à Gustave Roussy. Oui, si, mais justement, voilà. Mais vous ne pouvez pas être traité dans n'importe quel hôpital de France pour un cancer de l'enfant. Vous allez être aiguillé dans 28 centres hospitaliers universitaires, Gustave Roussy, Curie, etc., où vous pouvez être traité pour ce type de cancer. Alors, ma question, c'était, est-ce que ce sont les mêmes que les adultes? Pas du tout. Absolument différents. Non, mais les centres de traitement. Ah, alors, excusez-moi. Oui, les cancers sont très différents, tous très différents, mais les centres peuvent être à la fois adultes et enfants, ce qui est le cas de ceux qui ont été cités par Iris, à savoir Gustave. Je vous pose la question parce que tout à l'heure vous m'avez dit je peux pas soigner le cancer d'un adulte. Et c'est dans des services différents. C'est pas parce qu'on va dans un hôpital. Il y a vraiment des équipes spécialisées. Il y a des chirurgiens spécialisés, des pathologies spécialisées, des radiothérapeutes spécialisés, des oncologues spécialisés. En fait, toute la chaîne de prise en charge d'un cancer de l'enfant est parfaitement spécialisée. Et adaptée, évidemment. Et de la même manière qu'il y a une spécialisation pédiatrique, il y a maintenant des spécialisations adolescents et jeunes adultes, pour lesquels il y a eu un soutien depuis de nombreuses années maintenant par la Ligue contre le cancer, qui existent et qui ont été mis en place alors par exemple en Ile-de-France, il y en a une à Gustave Roussy, une structure spécialisée à Gustave Roussy, il y en a une à Curie, et il y en a une à l'hôpital Saint-Louis pour les tumeurs hématologiques, enfin les leucémies en gros. Et c'est très important parce que dans d'autres régions, la structuration se fait d'une manière différente, mais se fait grâce à un soutien de l'Institut national du cancer pour qu'il y ait des équipes qui soient spécialisées pour ces patients. On n'est pas pareil quand on a 16 ans et qu'on a un cancer qu'un nourrisson de 1 mois. Et ça tombe sous le sens. Mais se retrouver à côté d'un nourrisson d'un mois dans un hôpital de lutte contre le cancer, ça ne fait pas de sens. Donc il faut être séparé. Voilà, et on parle ce matin des cancers pédiatriques avec mes deux invités, Iris Pauporté, qui est directrice de la recherche de la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer qui se mobilise contre les cancers pédiatriques et qui lève des fonds et qui finance la recherche. L'argent, c'est le nerf de la guerre, en l'occurrence, et la recherche n'est pas encore assez développée pour le cancer pédiatrique. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus développée, la recherche sur les cancers pédiatriques. Il y a 20 ans, quand la Ligue a vraiment identifié la recherche sur les cancers de l'enfant vraiment comme une priorité à laquelle il fallait vraiment consacrer un axe spécifique de soutien, ce n'était pas le cas. Mais grâce à une mobilisation assez importante de la part des familles et de la part des chercheurs et des oncopédiatres, nous sommes aujourd'hui dans un environnement qui est vraiment structuré. Je dirais qu'il y a eu 2 choses qui ont concouru à cet intérêt pour porter cette cause. La première, c'est aussi le fait que, en fait, comme on disait, les cancers de l'enfant sont des cancers très rares. Oui. S'il y a 2500 cas par an, Jean Michon va me faire les gros yeux, mais Big Pharma, il ne va pas.
Alors oui, c'était vrai, ça reste encore un peu vrai. Ça reste pas un marché suffisamment porteur et intéressant. Au-delà du médicament, c'est aussi la compréhension de ces cancers qu'on n'arrivait pas très bien à faire à l'époque, parce qu'en fait, ce sont des cas rares. Donc en fait, aujourd'hui, pour comprendre comment, et puis pas d'aujourd'hui, mais depuis une vingtaine d'années, pour comprendre comment apparaissent ces cancers et comment ils vont évoluer dans le corps, on est obligé de travailler sur des échantillons issus pendant la chirurgie des cancers. Ça s'appelle des biopsies ou des tumeurs. Donc, grâce à des progrès énormes en termes de technologie, on a besoin de moins en moins de matériel biologique pour pouvoir faire de grandes découvertes. On a aussi mis en place des techniques de séquençage. Les plus anciens s'en rappellent du séquençage du génome humain. On a séquencé aussi le génome cancéreux. On connaît beaucoup mieux les mutations. Et on réussit aujourd'hui à faire des découvertes qu'on ne pouvait pas faire tout simplement il y a une vingtaine d'années. Et c'est de fait, en fait, il y a deux choses qui ont concouru. D'un côté, vraiment la structuration en termes de soins, parce qu'effectivement, quand on va mettre dans un même endroit tous les enfants qui sont traités pour une pathologie, et quand on va y consacrer aussi des moyens technologiques, donc il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi surtout les personnes qui sont motivées et mobilisées pour travailler sur cette maladie. Donc nous, à la Ligue, on consacre tous les ans environ 4,5 millions d'euros à cette lutte contre le cancer. Les Français sont extrêmement généreux. Nous avons notamment une opération qui marche très très bien avec la chaîne des magasins Leclerc, mi-mars. Et là, j'ai un mot pour décrire ça. Il y a 2 millions de Français qui votent oui, je combats les cancers de l'enfant en faisant un tout petit don en caisse, parce qu'il n'y a pas de gros dons, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons comptent en fait au passage en caisse. Bien. Est-ce que je peux revenir sur un point? Qu'est-ce qu'il y a, Jean Michon? Oui. Vous avez évoqué l'histoire des pharma. Effectivement. Non, j'ai dit Big Pharma, oui. ils vont pas mettre le paquet s'il y a 2500 patients. Alors, c'est pas complètement exact. D'abord, c'est vrai. J'étais sûr que vous alliez m'en renvoyer dans les cordes. Non, je suis pas du tout pro pharma, etc. Ce que je pense, c'est qu'il faut être juste. Il y a une nuance à avoir. Un certain nombre de pharma se sont intéressés au cancer de l'enfant et ont fait pas mal d'études depuis une quinzaine d'années qui ont été orientées pour que non seulement on connaisse mieux l'utilisation des médicaments chez les enfants atteints de cancer, mais qui d'autre part ont parfois, je dis bien parfois, mis la main à la pâte pour avancer sur des nouveaux médicaments qui n'étaient ciblés que pour les enfants atteints de cancer. Et ça, c'est une nouveauté, mais c'est une niche toute petite. Alors, moi, j'ai un contre-exemple, parce que j'ai participé à partir du début des années 2000 à la mise en place d'une étude de production d'un anticorps monoclonal contre le neuroblastome, qui est un cancer, la tumeur solide la plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans, où nous avons développé en Europe, avec un groupe européen, de quoi produire un anticorps qui n'était pas disponible à l'époque parce qu'il était en étude aux États-Unis. On a développé un cousin germain de cet anticorps et on a pu démontrer qu'il était efficace dans le traitement des enfants atteints de cancer de ce neuroblastome-là. Et c'est assez extraordinaire parce que la solidarité entre les équipes d'oncologie pédiatrique de plusieurs pays d'Europe a permis la mise sur le marché d'un produit il y a maintenant à peine 6-7 ans. Ce produit a eu l'AMM à la fin des années 2010. Et alors qu'on a mis 20 ans pour y arriver. Ce qui est considérablement long, mais qui est à peu près pareil que pour un produit développé par les pharma. Donc il y a aussi une énergie possible de la part des équipes. Bon, c'est un énorme travail. C'est plus long que pour le vaccin contre le Covid. Ah oui, non, mais et puis oui. Mais là, je vous taquine. Non, mais vous taquinez, c'est tout à fait juste. Mais 20 ans, vous avez mis 20 ans, voilà, pour. Mais quand on voit le nombre de patients atteints par cette maladie, c'est de l'ordre de entre 40 et 60 en France par an de cette maladie, et de cette maladie grave, très grave. On se dit, il a fallu la solidarité entre les équipes. C'est là où on va revenir peut-être un peu sur cette notion vous avez parlé d'énergie, Jean, mais de synergie aussi. Et je vais prendre 2 exemples très simples. Avec l'Institut national de cancer et la Ligue contre le cancer, on finance des centres labellisés qui vont mener des essais de phase précoce, de tests de molécules nouvelles chez des enfants. Parce qu'en fait, ce que vient de dire Jean, c'est qu'on peut avoir un médicament qui marche bien chez l'adulte
et on veut aussi le tester chez l'enfant. Peut-être que là, l'industrie sera un peu plus frileuse. Donc, l'effet conjoint de l'Institut national, qui est un organisme public, et de la Ligue, qui est une association qui œuvre de patients et de familles. Donc, on va financer ces centres. Les industriels vont donner les molécules. Il va y avoir des essais de fait. Et ensuite, si ça marche, ça peut être mené un peu plus loin. Et le deuxième exemple, je reviens sur cette notion de recherche plutôt en laboratoire qui est importante. Par exemple, on finance une équipe d'un jeune chercheur, Thomas Merchet, qui est vraiment extrêmement brillante. Cette équipe travaille sur une leucémie qui touche 10 enfants par an. Donc, en fait, c'est vraiment des pathologies qui sont extrêmement rares. Et avec le temps, ils sont vraiment sur la bonne piste. Ils ont réussi à trouver vraiment comment cibler une anomalie vraiment qui cause cette maladie. Et dans les années qui viennent, on aura des espoirs de médicaments. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne soigne pas une leucémie de l'enfant comme une leucémie de l'adulte. Oui, non seulement. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas la soigner tout seul. On la soigne avec une équipe. On la soigne avec une équipe médicale et biologique et avec une équipe de soignants. Donc, c'est toute la question aussi. Moi, j'aimerais bien faire un appel en ligne. J'en profite ce mercredi pour dire que beaucoup d'équipes actuellement en France manquent d'infirmières ou de puéricultrices pour soigner les enfants parce qu'on a été atteint par la même vague que tous les hôpitaux après la Covid. Alors, quels sont les cancers spécifiques à l'enfant? Les enfants n'ont pas de cancer du poumon, n'ont pas de cancer du sein, n'ont pas de cancer du pancréas, n'ont pas de cancer du côlon. Quels sont les cancers Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle souvent des tumeurs embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles reproduisent la structure de cellules qu'on voit, enfin la structuration des cellules comme dans un embryon, mais de façon complètement anarchique. Donc, il y a une tumeur du rein qui s'appelle la tumeur de Wilms, ou néphroblastome. Il y a une tumeur de la surrénale, mais qui peut être à d'autres endroits du même système, qui s'appelle le neuroblastome. Il y a plus rarement des tumeurs comme les tumeurs des muscles, les rhabdomyosarcomes, ou les tumeurs mésenchymes, les tumeurs d'un autre type aussi dans les tissus mous. Et puis, il y a toutes les tumeurs cérébrales qui sont très différentes chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on a parlé de leucémie tout à l'heure, qui représente un tiers des cancers de l'enfant. Des cancers de l'enfant. Mais quand on regarde les tumeurs cérébrales, il y a de l'ordre de 20% de tous les cancers de l'enfant qui sont les tumeurs cérébrales. Mais si vous focalisez sur les tumeurs cérébrales, il y a plus de 15 diagnostics différents. Donc vous imaginez la spécialisation qu'il faut avoir, et on ne peut pas faire ça quand on est seul. Moi, quand je vois d'autres équipes qui travaillent dans d'autres pays et qui sont 1 ou 2 médecins, ça n'a guère de sens pour moi. Il faut être pluridisciplinaire et c'est des équipes. Mais quelle explication on donne à ces cancers? Alors, parce que souvent aujourd'hui, pour les cancers de l'adulte, on dit voilà, c'est votre hygiène de vie. Alors aujourd'hui, beaucoup. Les cancers du fumeur, les cancers de l'adulte, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'environ 40% des cas, donc 4 cancers sur 10, pourraient être évités avec effectivement de la prévention. Voilà, le tabac, l'alcool et le mode de vie, l'obésité. Les enfants, c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Néanmoins, je vais revenir un peu sur ce que disait Jean tout à l'heure, sur ces cancers qu'on n'arrive pas très bien à savoir pourquoi, à un moment donné, ça se retrouve à quelques-uns sur un territoire qui n'aurait pas dû avoir 4 cancers en 10 ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut prévenir un cancer de l'enfant. Donc, c'est aussi une question qui est très forte de la part des familles, en disant pourquoi c'est mon enfant et comment j'aurais pu le prévenir. Donc la première des, Jean reviendra peut-être, la première des choses qu'on combat, c'est la culpabilité. Il n'y a pas à avoir de culpabilité. Mais attendez, là moi j'ai une question qui me vient, peut-être qu'elle est stupide ma question, mais est-ce que ce cancer a été transmis par les parents? Alors oui. Je ne sais pas, mais d'abord c'est pas le cancer qui est transmis. C'est ce qu'on appelle la prédisposition. Mais voilà. Il y a de l'ordre de 10 à 15% des cancers de l'enfant pour lesquels il y a un gène dit de prédisposition qui est chez la personne qui est atteinte. Dans une bonne partie d'entre eux, c'est transmis par les parents de façon verticale. Ou c'est transmis par les parents parce qu'il y a deux
il y a 2 anomalies des gènes, c'est les cousins germains, et ils transmettent à leur enfant. Donc c'est les 2 parents, qui. C'est les 2 parents qui sont pas atteints eux-mêmes, qui n'ont pas jamais été atteints, mais qui transmettent 2 fois le même gène, puisque chacun en transmet un, qui sont anormaux. Et ça, c'est des cancers qui sont assez dramatiques. C'est dans les familles, parce que là, la culpabilité peut réapparaître, parce qu'on dit mais pourquoi j'ai épousé ma cousine germaine ou pourquoi j'ai épousé mon cousin germain, et pourquoi on nous a mis dans cette situation-là, mais personne ne le savait. Et ces cancers sont en général très graves et multifocaux, c'est-à-dire qu'il y en a dans plein d'endroits différents du corps, mais ils sont rarissimes. C'est rarissime. Par contre, effectivement, donc là on parle de transmission. Donc sur la question, est-ce que ce sont des cancers transmis par les parents, moi je me dis ça par rapport à l'âge. Donc c'est très peu. Alors c'est très peu, et quand c'est transmis de façon verticale avec un parent qui a été atteint, qui est porteur, et un enfant qui est porteur, ou plusieurs enfants qui sont porteurs dans la même fratrie, c'est des choses où il y a... J'ai parlé du rétinoblastome tout à l'heure, et j'ai parlé du dépistage très précoce dans la vie, dans les familles de parents porteurs, de cette anomalie qu'on peut faire à la naissance, avant justement qu'apparaissent des signes comme l'a décrit tout à l'heure Iris, à savoir une anomalie, une blancheur dans l'œil, dans la pupille, une pupille blanche, ou un strabisme qui sont des formes qui montrent l'apparition, l'avance du cancer, alors que si on fait le diagnostic à la naissance chez un porteur de l'anomalie, on va beaucoup plus souvent sauver non seulement la vie, puisque c'est dans 100% des cas qu'on sauve la vie des enfants atteints de rétinoblastome, mais également sauver la vue. Sauver l'œil et sauver la vue, et la vue des 2 yeux. Donc il y a des situations vraiment où on peut faire quelque chose. Par contre, effectivement, dans 85% des cas, on ne sait pas pourquoi le cancer est là. C'est-à-dire, on ne connaît pas la cause de ces cancers. Alors il y a des cancers dans le monde pour lesquels on sait la cause, mais on ne sait pas la prévenir, et c'est les cancers dus au virus de la mononucléose infectieuse qui surviennent dans la ceinture du paludisme en Afrique, et qui sont les lymphomes de Burkitt africains, et qui surviennent quand il y a une association entre une infestation précoce par le virus de la mononucléose infectieuse et le palu. Le palu, donc ça ne survient pas à une certaine altitude. Le palu qui existe toujours. Qui existe toujours, et puis qui est très très fréquent, le paludisme. On n'a pas trouvé un médicament contre le paludisme? Ah bah si, les médicaments, ils existent. Non, mais le problème, c'est un vaccin. Mais on n'a pas, j'ai pas entendu parler de ça. Il y a des vaccins régulièrement. Il y a une petite annonce régulièrement. Oui, il y a régulièrement une annonce. Et puis la dernière a l'air d'être plus sérieuse. C'est comme toujours. On se dit elle est plus sérieuse que les précédentes. Et il faut voir en population générale ce que ça donne par rapport à des études qui ont démontré une efficacité. Voilà, et nous parlons des cancers pédiatriques à l'occasion de ce mois de septembre en or qui est consacré à la lutte contre les cancers pédiatriques. J'ai invité ce matin Iris Pauporté, qui est directrice de la recherche de la Ligue contre le cancer, et le docteur Jean Michon, qui est oncopédiatre. J'aimerais bien qu'on comprenne la différence entre les cancers de l'adulte et les cancers de l'enfant. C'est quoi la différence principale ? La première différence tient à la rapidité de progression des cancers chez l'enfant. En dehors des diagnostics dont on a bien dit qu'ils étaient différents, des maladies très différentes, chez l'enfant, il y a beaucoup de facteurs de croissance qui font que les cellules puissent se multiplier, etc. Ce qui fait qu'un cancer chez l'enfant, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'en peu de jours, on peut se retrouver avec une forme assez localisée et vers une forme très très disséminée. C'est pas toutes les fois comme ça, mais et donc on a une différence, je dirais, pour la capacité de prise en charge. Moi, je n'entends pas qu'on puisse décaler de plus de 48 heures la venue dans un service spécialisé lorsqu'on suspecte un cancer. Vaut mieux aller dans un service spécialisé dans la prise en charge des enfants atteints de cancer et revenir vers la vie normale, entre guillemets, si on a pu éliminer le cancer, que de se promener pendant une semaine à tourner autour d'un service pour faire le diagnostic et mettre en route le traitement. Donc rapidité. Là où chez l'adulte, ça peut prendre parfois une dizaine d'années. Disons des semaines, des mois chez l'adulte, vous aurez votre IRM dans tant de temps, vous aurez votre... Non, mais dans l'évolution du cancer. Ah oui, l'évolution du cancer, oui, tout à fait. C'est des jours, des semaines, mais peu de semaines. Alors, on a exceptionnellement des cas qui progressent sur longtemps, mais c'est plutôt l'exception par rapport à la règle. La règle, c'est peu de jours. D'accord. Donc, disons que pour dire avec des termes un peu... Le cancer de l'enfant, c'est presque une maladie du développement, puisque l'enfant est un être en développement. Alors que le cancer de l'adulte, c'est plutôt des maladies du vieillissement.
D'où l'importance de faire un diagnostic rapidement chez les enfants. Oui. Qu'est-ce qui doit ou peut alerter les parents ? Alors c'est des signes précoces. Alors on peut les lister de la tête aux pieds, on ne va pas faire la liste. Je vous ai parlé des signes de rétinoblastome qui permettent de faire un diagnostic précoce avant que l'œil ne grossisse et qu'il y ait des catastrophes. On peut aussi avoir des ganglions augmentés de volume de manière tout à fait anormale et durable dans le temps. On peut avoir une pâleur, une fatigue excessive, des choses qui sont plutôt des signes dits généraux. Et puis toutes les masses qu'on peut percevoir en faisant le bain, en donnant le bain le soir ou en habillant son enfant, on voit que y a quelque chose qui ne va pas, il a le ventre qui est gonflé complètement anormalement, et puis on sent comme quelque chose de dur à l'intérieur du ventre. Et ça doit alerter, et pareillement aussi des signes comme du sang dans les urines, des difficultés à faire pipi ou des choses comme ça, ou une difficulté à marcher, c'est-à-dire un enfant qui marchait à l'âge de 12 mois et qui se met à moins marcher ou à éviter d'appuyer sur une jambe dans les semaines qui suivent. Il faut éliminer la chose la plus fréquente qui n'est pas le cancer, qui est le rhume de hanche, mais il faut aussi penser, si les choses restent en place et les douleurs persistent, à un cancer qui peut donner ces signes-là. À noter que les parents sont ceux qui connaissent le mieux leurs enfants. Tout à fait. Et on voit trop souvent des enfants qui ont été vus par plusieurs professionnels. Je dirais que c'est de moins en moins fréquent, et c'est également de moins en moins fréquent que des enfants en France suivent un trajet anormal. Quand je dis trajet normal, c'est un trajet qui va du généraliste ou du pédiatre très rapidement vers l'équipe spécialisée. Les équipes spécialisées étant connues de toutes les équipes de base, et dans chacune des régions. Et après, l'adressage de l'enfant, c'est-à-dire le fait d'envoyer l'enfant dans l'équipe spécialisée, se fait à toute vitesse. Un coup de fil, un rendez-vous le lendemain, ou un rendez-vous c'est rapide. Il n'y a pas 6 mois d'attente. Il n'y a pas de délai. Nous ne supportons pas, nous autres oncologues et hématologues pédiatres, nous ne supportons pas les délais. Est-ce qu'il y a des cancers qui ne touchent que les enfants ? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, rétinoblastome. Ça, c'est que des enfants. De néphroblastome, c'est rarissime chez l'adulte. Voilà, d'accord. Mais ça, c'est vraiment spécifique. Ce sont des cancers tout ce qui est tumeur dite embryonnaire. En fait, pour revenir un peu sur ce que Jean disait tout à l'heure, entre les enfants et les jeunes adultes ou les adolescents, il y a effectivement quelques cancers qui apparaissent chez des personnes jeunes, de moins de 25 ans, qui parfois aussi peuvent être pris en charge dans les services de pédiatrie. Parce qu'en fait, ils représentent des caractéristiques de cancer de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, cette structuration qui a été faite en termes de soins permet aujourd'hui quand même d'être confiant pour un bon traitement de son enfant, parce que pour les parents, jusqu'à 25 ans, on reste un enfant. Il y a un point que je voudrais juste ajouter par rapport à ça, et qui, moi, me semble crucial, parce que la méthodologie de mise en route des traitements pour tous les patients, que ce soit les adultes ou les enfants, passe depuis de nombreuses années dans les centres de lutte contre le cancer, mais depuis moins longtemps dans d'autres centres, par ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et ce qu'a évoqué Iris à l'instant, c'est ça, parce que on peut parfaitement, quand on a 25 ans, qu'on a du poil aux pattes et qu'on n'a pas envie de voir des petits-enfants, on peut être soigné dans un service d'oncologie adulte, mais après si on a une pathologie qui ressort un peu des pédiatres oncologues, après que votre dossier ait été évalué dans une réunion de concertation pluridisciplinaire spécifique à des cancers de l'enfant. Et inversement, si vous avez 16 ans, mais que vous avez un cancer du sein, ce qui est quand même quasiment jamais vu, mais ça existe quand même chez une jeune femme, eh bien, même si elle préfère être traitée dans un service d'adolescents et jeunes adultes, il est important qu'il y ait une réflexion qui se fasse avec les spécialistes de cette pathologie chez l'adulte. Alors après, au niveau de la prise en charge thérapeutique, c'est comme pour les adultes, radiothérapie, chimiothérapie, ce sont les mêmes type de traitement, ou c'est complètement différent pour les enfants ? Alors, il y a toujours les trois canoniques, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais il y a aussi d'autres éléments que sont l'immunothérapie, que vous connaissez, on en parle beaucoup, l'immunothérapie avec soit des anticorps qui reconnaissent la tumeur, soit des anticorps qui libèrent le système immunitaire pour que celui-ci se déchaîne sur le cancer. C'est pas très très efficace chez l'enfant, ces anticorps qui débloquent le système immunitaire, sauf dans une maladie qui est très connue, qui est la maladie de Hodgkin.
Hein. Et donc, il y a évidemment d'autres thérapeutiques très innovantes comme ce qu'on appelle les CAR-T, qui sont utilisées énormément dans les rechutes de leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant. Et c'est chez l'enfant qu'a été démontrée l'efficacité des CAR-T, qui sont des médicaments personnels, puisqu'ils sont faits à partir des cellules du patient et qui sont terriblement chers, mais aussi excessivement efficaces. Donc, il faut voir que toutes ces thérapeutiques ont été complètement changées au cours des années. Alors, on garde les 3 canoniques, mais avec un ajout d'un certain nombre de nouvelles armes thérapeutiques qui ont changé complètement la vie d'enfants atteints de maladies très rares. Alors, pour revenir un peu sur cette notion de radiothérapie, de chimiothérapie, ce qui est important aussi à savoir, c'est que aujourd'hui, on a, heureusement, on guérit 8 enfants sur 10 et on commence à avoir des données sur des patients traités il y a une 40aine d'années. Donc, on s'est rendu compte que certains de ces traitements qui étaient utilisés à forte dose, que ce soit de la chimiothérapie ou des rayons il y a une 30aine d'années, vont causer des dégâts sur le long terme. Avoir des effets secondaires. Tout à fait. Et c'est là où justement la Ligue avait été vraiment, il y a une 20aine d'années, la première à se dire on va financer des études là-dessus. Et on a vraiment des données très intéressantes. Et aujourd'hui, les médecins ne sont pas dans une logique de traiter vraiment tout ce qu'on peut pour guérir. La dose de cheval. Mais ils sont dans une logique, donner le traitement à bon escient pour qu'on épargne les effets à long terme. Donc, on a beaucoup parlé de fertilité, de préservation de cette capacité à donner la vie une fois que ces personnes sont guéries, qu'ils soient parents à leur tour comme tous les autres. Oui, parce qu'il y a la question de la fertilité qui s'est beaucoup posée parmi les effets secondaires. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette question. Donc, il y a aujourd'hui toute une structuration qui est faite pour préserver les gamètes des jeunes. Mais au-delà de ça, par exemple, je prends un cas d'une étude qu'on avait financée, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que les ovaires, mais aussi l'utérus qui est réduit chez des femmes qui ont eu des radiothérapies dans l'enfance traitées pour une leucémie. Donc maintenant, on revient aussi sur comment donner la juste dose, et il y a cette mentalité de désescalade, de faire moins. Donc ce qui va animer aujourd'hui les équipes médicales, c'est mieux guérir et plus guérir. Donc on est vraiment dans un bon dosage de ces deux aspects majeurs. J'aimerais qu'on parle de la dimension psychologique de la maladie chez les enfants. Quel type de patients les enfants sont-ils ? Est-ce qu'ils ont des questions, par exemple ? Est-ce qu'on leur dit qu'ils ont un cancer ? Vous m'avez parlé tout à l'heure de ma vocation. C'était sympa de me ramener 40 ans en arrière. Mais c'est également... Je suis désolé, mais voilà, il fallait que je revienne au jeune interne que vous étiez. Et ça fait très plaisir aussi de réévoquer ce moment-là, parce que c'est aussi un moment où, ayant fait peu de pédiatrie à l'époque, je me suis rendu compte de la capacité que ces enfants avaient de récupérer de situations assez catastrophiques en quelques jours. De cette ils puent pas des pieds, ils sont sympas, on peut rigoler avec eux, ils sont très très conscients de ce qui leur arrive. C'est ça ma question. J'appelle à regarder certains documentaires, en particulier un documentaire qui a été fait par Denis Gerbrandt il y a quelques années et qui s'appelait « La vie est immense et pleine de dangers », qui montre à quel point un enfant qui passe à travers un cancer, et c'est un documentaire, c'est pas un film sur les parents ni les enfants, c'est un film sur des enfants atteints de cancer qui ont été filmés tout au long de la course de leur traitement, de l'itinéraire de leur traitement, et en particulier un qui s'en est sorti après quelque chose d'un peu lourd, et qui montre à quel point il y a une capacité. Mais c'est une histoire finalement d'un jeune homme. Mais il y en a beaucoup d'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien. Je suis même pas sûr que lui, qui s'en sort, qui a l'air de s'en sortir à la fin de son traitement, s'en est finalement sorti aussi bien que cela à long terme. Il est très important qu'on soit conscient que tout ce qui est dit est entendu, parfois
très bien intériorisé. C'est-à-dire qu'en fait que les enfants, quand on parle autour d'eux, ils comprennent tout. Oui, alors ça moi j'ai appris, entre autres, excusez-moi, c'était en 93, quand j'ai vu les rushs du film, j'ai appris à parler complètement différemment aux enfants. Je me suis mis en consultation à leur hauteur, plutôt que de me mettre derrière mon bureau. Je me suis aperçu que il fallait vraiment s'adresser à eux. Je dirais, c'est pas du Dolto, c'est du vécu, c'est pas du théorique. Et comment il fallait s'adresser dès le premier jour. Dès le premier jour, il faut être dans un dialogue qui explicite ce vers quoi on va, comment est-ce qu'on y va. Et c'est, je pense, une des meilleures manières de prévenir les troubles psychologiques plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on les prévient tous, et on a beaucoup de travail encore que font des équipes de psy. En particulier, il y a une équipe à Paris qui s'appelle Espace Bastille, et dans laquelle sont reçus beaucoup d'enfants qui ont des difficultés, ou des frères et sœurs qui ont des difficultés avec l'événement qui a été traumatisant, et qui vont à des consultations pour refaire un chemin dans le bon sens. Donc, je pense que l'aspect psychologique est une chose. Il y a une autre chose que moi j'aimerais qu'on évoque quand même en quelques minutes, si nous en reste. Alors on en a deux. Oui, c'est quand même le problème des échecs. Des échecs. Parce que quand Iris... Alors, je voulais pas en parler parce qu'Iris m'a dit faut pas faire peur aux parents. Non mais à partir du moment où on dit qu'un enfant a un cancer, c'est tout de suite là. C'est-à-dire que même les enfants qui vont guérir... Mais pour les parents, c'est terrible. Un enfant dont on sait qu'il va guérir à 90%, avec 90% de chance, ça ne veut rien dire. Parce que vous avez même 95% de chances de guérir. Ce qui est important, c'est que vous guérissiez. Et que vous ne soyez pas le 5e du pourcentage. Oui, parce que j'avais envie de vous dire qu'il y en a 20% qui ne guérissent pas. C'est une réalité, mais c'est une réalité qui vaudrait peut-être une autre émission pour expliciter comment est-ce qu'on avance de ce point de vue-là. Je vous la donnerai, votre émission. Samedi, Iris, deuxième journée grand public sur les cancers pédiatriques et la Tour Eiffel. Donc, effectivement, nous organisons la Société française des cancers de l'enfant, qui est la société des médecins et tous ceux qui travaillent sur les cancers de l'enfant, organise, soutenu par la Ligue, sa journée d'information pour les parents. Donc, tout le monde est invité à participer. C'est au FIAP dans le 13e, à Paris. Et effectivement, à 20h30, la Tour Eiffel va scintiller samedi soir en or pour rendre effectivement tout le monde conscient des cancers de l'enfant. Et ceux qui le souhaitent peuvent venir au Trocadéro vers 20h. Avec ou sans les anneaux olympiques ? Alors là, je ne vais pas entrer dans le débat. Avec, elle va scintiller. Bien. Donc ça, c'est pour samedi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Soyez attentifs, vous l'avez compris. Septembre, c'est ce mois où on parle des cancers pédiatrique, s'appelle Septembre en or. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez cette émission sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.